Leader de web télévision au Bénin, Guérita TV Monde lance une opportunité de formation au profit des jeunes déscolarisés passionnés des métiers de l'audiovisuel. Vous ambitionnez d'être un incontournable encadrage, montage, production audiovisuelle. Guérita TV Monde se positionne avec son cadre très accueillant, ses équipements de pointe, son équipe de professionnels avérés et des offres 100% pratiques à coût accessible, défiant toute concurrence. Cerise sur le gâteau, vous avez l'avantage de profiter de notre réseau étendu de partenaires dans le secteur pour votre insertion professionnelle. Comment vous inscrire? Les inscriptions sont officiellement faites au siège de Guérita TV Monde à Porte-Nouveau, au quartier à Konoboa, derrière l'hôpital El Fateh. Appelez le 00229 91 19 10 10 pour obtenir plus d'informations. Saisissez cette aubaine pour un nouvel élan à votre parcours. Guérita TV Monde, le leader des web TV. C'est déjà le dernier numéro pour le compte de cette semaine de votre émission matinale, le meilleur réveil. Mesdames et messieurs, bien le bonjour à tous et bienvenue dans votre émission. Nous démarrons tout de suite avec la revue des titres qui annonce déjà sur ce plateau Shamsdine Badarou. Shamsdine Badarou, ne soyez pas là aujourd'hui. Bonjour, comment vous allez? Bonjour Latifat Koweno, je rends grâce à Dieu. C'est un plaisir de vous avoir. On a eu droit à votre présence du début jusqu'à la fin de cette semaine. C'est un plaisir. Plaisir partagé. Alors, quels sont donc les contenus des quotidiens de ce jour? Bonjour Latifat Koweno, amis internautes de Guérita TV Monde. Bonjour et bienvenue dans la une de la presse. Et on démarre tout de suite par la nouvelle tribune. La nouvelle tribune qui affiche en manchette ce matin, code électoral au Bénin, les griefs de Léandre Ngwedji contre le clergé et catholique. Les quatre vérités. Marche contre la cherté de la vie à Cotonou ce samedi. Les syndicalistes confirment la marche. Le préfet Orunla demande aux organisateurs la nécessité d'une demande d'autorisation et son communiqué qualifié de ruse par les syndicalistes. Le grand regard présent colloque sur le code électoral que gêne la démarche du clergé et catholique. La libération. Marche annoncée contre la cherté de la vie. Les centrales syndicales appelées au respect des tests. Daibi Info. Délibéré de l'affaire bavure policière à Latitengu. 6 mois de prison ferme pour 3 policiers. 6 mois de prison assortie de sursis à la victime. Acquittement de l'auteur du vidéo de l'événement. Fraternité à présent. Docteur Yenoukoumé N. Godonou, il est déconseillé de partager son casque avec plusieurs personnes. On poursuit avec le quotidien du service public. La Nation a fait bavure policière à Natitengu. 3 policiers maintenus en détention. Matin libre contre la cherté de la vie. Les populations dans la rue demain. Pas de marche sans autorisation préalable, prévient le préfet Alain Orunla. Les syndicalistes maintiennent le mot d'ordre. Que va-t-il se passer? S'interroge mon confrère du quotidien de Batito. Matin libre s'en va et on retrouve le potentiel de Adrien à Téquator et le journal titre manchette. Enquête d'emploi à la zone spéciale économique de Glodibé. Escroquerie, harcèlement et scandale sexuel ébranlent la GDIZ. Plusieurs personnes arrêtées et jetées en prison. 2 DRH poursuivis sans mandat par la criette. 4 agents actuellement en garde à vue à la brigade économique et financière. Des pervers exigent des filles à la recherche de travail d'envoyer des images et leur nudité. Sacré Adrien Téquator donc. On poursuit ce matin avec la Croix du Bénin.
Un colloque sur le nouveau code électoral du Bénin, l'église à l'avant-garde de la paix. Voilà, Latifat Kouenou, ce qu'on peut retenir ce matin de la une de la presse. Et nous avons à présent les deux pieds joints dans la présentation de l'actualité du matin. Match pacifique contre l'HRT. Alain Orula rappelle les conditions aux syndicalistes. C'était ça, Latifat Kouenou, à moins de 48 heures de la marche, le préfet 24-1, le préfet Alain Orula rappelle aux organisateurs les conditions requises pour la tenue d'une marche pacifique dans la République. C'est à travers un communiqué publié donc le jeudi 25 avril 2024 que le préfet du département du littoral, Alain Orula, rappelle aux initiateurs de la marche qu'elle ne saurait se tenir en dehors des conditions exigées par les tests en République du Bénin. Pour l'autorité préfectorale, aucune marche ne peut avoir lieu sans l'autorisation préalable des structures compétentes obtenues dans le délai réglementaire. Autre actualité, la journée du 1er mai est déclarée férié, chômé et payé. C'est dans un communiqué daté du jeudi 25 avril que le ministre du Travail et de la fonction publique, Adidiatou Matisse, a annoncé que conformément aux dispositions de la loi numéro 90-019 du 27 juin 1990, la journée du 1er mai 2024, traditionnellement dédiée à la fête du travail, sera observée comme un jour férié, chômé et rémunéré sur l'ensemble du territoire béninois. Nous mettons le cap dans le nord du pays. Le verdict de la bavure policière à Natitengou est connu. J'en parlais tout à l'heure dans la une de la presse. Le tribunal de première instance de deuxième classe de Natitengou a rendu son verdict dans l'affaire de la bavure policière ce jeudi. Il a noté que 3 policiers ont écopé de 6 mois de prison ferme conformément aux réquisitions du ministère public. Ils devront verser chacun au trésor public la somme de 150 000 francs CFA à titre de dommages et intérêts au profit de la victime de la bavure policière. Selon le matinal, ce dernier, pour sa part, a été condamné à 6 mois de prison assorti de sursis pour outrage à un commandant de la loi. L'auteur de la vidéo montrant la bavure policière a été relâché au bénéfice du doute. Le 4e policier, quant à lui, sera jugé le 8 mai prochain en raison de son statut particulier dans la police républicaine. Dans l'actualité hors de nos frontières, dialogue national au Gabon, le pays se dirige vers un régime présidentiel fort. Ouvert le 2 avril dernier, les travaux de cette rencontre nationale prendront fin mardi prochain. Les commissions ont commencé à déposer les rapports au Bureau national du dialogue qui organise à cet effet une plénière à huis clos. Hier, jeudi 25 avril, c'était au tour de la commission politique. Il est difficile, Latifat Kouenou, de connaître avec exactitude les principales recommandations formulées pour et par les commissaires. Pour finir, nous abordons à présent l'actualité sportive. Le Bénin débute bien aux championnats régionaux ouest-africains. L'équipe nationale masculine de tennis de table du Bénin a réalisé une entrée remarquée lors des championnats régionaux ouest-africains de tennis de table 2024 à Lomé. D'entrée, le Bénin a enregistré sa première victoire contre les éléphants de la Côte d'Ivoire hier jeudi 25 avril. Le résultat final de ce match allaitant s'est soldé sur un score de 3-2 après une série de 5 duels intenses. Merci à vous, Shamsadine Badaro, pour la livraison de toutes ces actualités. Nous vous souhaitons un excellent week-end, tout en espérant vous avoir à nos côtés le lundi. Si Dieu le veut. Mesdames et messieurs, avant de poursuivre cette émission, nous marquons une courte pause publicitaire. Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV.
Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. Patrice Ayonton est déjà prêt pour nous livrer la météo de ce 26 avril 2024. Mesdames et messieurs, Patrice Ayonton. Amis internautes de Guéri TV Monde, bonjour. Bienvenue à la rubrique météorologique de ce vendredi 26 avril 2024. De 9h à 12h, il y aura beau temps malgré quelques passages nuageux. La température du vent sera de 31 degrés Celsius avec une force de vent qui oscillera dans les alentours de 20 km par heure. Dans l'après-midi, léger passage nuageux n'altérant pas le beau temps. La température du vent sera de 34 degrés Celsius avec une force de vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Ce soir à Porte-Nouveau, la température du vent sera de 29 degrés Celsius avec une force de vent qui oscillera dans les alentours de 30 km par heure. Par contre, dans la nuit, il y aura beau temps peu nuageux devenant variable. La température du vent retombera vers les 28 degrés Celsius avec une force de vent qui oscillera dans les alentours de 20 km par heure. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Le Pharaon, le sauvage et la princesse est le nom du film qui est prévu pour vous, mesdames et messieurs, le mardi 7 mai prochain, hors les murs Terre Rouge de Kadjeron à 19h00 et l'entrée elle est libre et gratuite. C'est un film d'animation de Michel Ocello. Il s'agit de 3 contes, de 3 époques, de 3 univers, une épopée de l'Égypte antique, une légende médiévale de l'Auvergne, une fantaisie du XXIe siècle dans les costumes ottomans et des palais turcs pour être emportés par des rêves contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, d'amoureux astucieux, de princes et de princesses n'en faisait qu'à le tête dans une explosion de couleurs. C'est vraiment un film imaginaire, une pure fiction que vous ne devez pas rater. C'est pour le mardi 7 mai 2024 hors les murs Terre Rouge de Kadjeron. L'entrée elle est libre et gratuite. C'est un rendez-vous à prendre à 19h00. Mesdames et messieurs, voilà tout qui met fin au brief culturel de cette semaine. Voici à présent la suite de votre émission. La dysenterie est au cœur de votre rubrique santé et bien-être que nous propose Fauzia Sefou ce matin dans votre émission Meilleur Réveil. La dysenterie est une infection intestinale souvent causée par des bactéries, des parasites ou des virus. Les principaux symptômes incluent des diarrhées sanglantes, des crampes abdominales, de la fièvre et des nausées. Parlons à présent des causes. Les causes de la dysenterie peuvent être diverses, allant de l'indigestion d'eau ou d'aliments contaminés à des contacts avec des personnes infectées. Que retenir alors du traitement? Le traitement de la dysenterie dépend de sa cause. Pour les cas bactériens, des antibiotiques peuvent être prescrits. Les infections parasitaires peuvent nécessiter des médicaments antiparasitaires spécifiques. Dans tous les cas, il est essentiel de s'hydrater suffisamment pour éviter la déshydratation. Les aliments à éviter pendant la dysenterie sont généralement ceux qui sont difficiles à digérer, comme les aliments frits, épicés, gras ou riches en fibres. Il est recommandé de privilégier les aliments faciles à digérer et riches en électrolytes, comme les bouillies claires, les bananes, le riz, les pommes cuites, les carottes cuites, etc. Excellent week-end à vous et on se retrouve lundi prochain.
Merci à vous, Fauzia Sefou. Mesdames et messieurs, avant de nous retrouver dans l'interview matinale, nous allons faire à nouveau un petit tour au service commercial. Dans le souci permanent de contribuer universellement au bien-être de l'humanité par les substances biologiques naturelles, l'ONG Savoie d'Afrique Plus et SAP Laboproduction, dont les spécialités sont le foie et les organes de reproduction du consultant international en phytothérapie, le sachant Tokenglele, alias Dr Gampin, vous invite à consommer son complément alimentaire que voici. Gampin Siro est un complément alimentaire qui favorise la multiplication des cellules du foie et le bon fonctionnement du côlon. Il stimule par son action énergétique le désir sexuel en corrigeant les troubles érectiles, l'éjaculation précoce, augmente la libido et corrige la fatigue physique et mentale. Le siège est dans Cotonou à Zobo, non loin du 10e arrondissement. Contact plus 229 60 60 20 65 97 25 03 61 95 53 70 70. Oh, les lunettes, votre agence de vue est désormais ouverte à Weiho, tout juste en face du collège d'enseignement général. Faites-y rapidement un tour et profitez de ces offres exceptionnelles et bénéficiez surtout du traitement Satin Plus gratuitement offert. Ah, oh, les lunettes, votre vision, notre priorité. Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Nous sommes bien et bien dans l'interview matinale de ce matin. Mesdames et messieurs, je reçois pour vous Sénan Mende Gildas Aïzanon. Sénan Mende Gildas Aïzanon, bonjour. Bonjour Latifat. Comment allez-vous? C'est un plaisir, je vais très bien. Je vous laisse le soin de vous présenter à nos amis internautes. Gildas Olusegun Aïzanon, acteur politique, membre du parti Union Progressiste Le Renouveau. Avec vous, nous allons aborder plusieurs sujets dans l'interview matinale de ce matin. Nous allons démarrer par la marche des centrales syndicales, le colloque des églises sur le code électoral, la gouvernance du chef de l'État Patrice Talon après 8 ans de gestion et la présidentielle de 2026 sont au cœur de l'interview matinale de ce matin. Gildas Aïzanon, vous n'êtes pas sans savoir que les centrales syndicales descendent dans les rues demain à Cotonou pour contester la cherté de la vie, avec déjà le préfet Oula qui préconise déjà que les tests soient respectés. Que va-t-il se passer concrètement demain? Déjà, vous m'informez que les centrales syndicales descendent dans la rue demain. Ah bon? J'avais eu ça un peu comme une rumeur, ben, ça se concrétise. Si le préfet Orunla en vient à souhaiter que les procédures soient respectées, cela veut dire que l'initiative est donc crédible, ça ne relève plus d'une simple rumeur. Que les centrales syndicales en viennent à souhaiter, n'est-ce pas, à organiser une marche pour dire des choses au pouvoir en place. Cela va dans l'ordre normal, n'est-ce pas, de la démocratie. Ça veut dire que les canaux de respiration de notre démocratie fonctionnent. On va espérer que tout se passe bien et que, effectivement, ces centrales syndicales respectent toutes les procédures indiquées en la matière pour que
la marche puisse bénéficier de l'encadrement qu'il faut et que tout se passe normalement. Justement, on craint que les choses ne se passent pas bien parce que là, il y a déjà 2 points divergents. Il y a l'autorité préfectorale qui conteste ou qui interdit d'une manière ou d'une autre la marche, mais les centrales syndicales sont prêtes à aller contre cette décision pour tenir la marche. Déjà, je ne sais pas s'il faut parler d'une interdiction au niveau du préfet Orunla. Je crois qu'il a voulu que les centrales syndicales puissent aller au bout de leur logique en faisant, je crois, une demande. La demande a été faite selon eux. Bon, ok. Donc, le reste, c'est une question d'interprétation. De toute façon, je ne pense pas que nous soyons dans un schéma de défiance de l'autorité. Le préfet Orunla saura apprécier et verra la conduite à tenir si effectivement la manifestation venait, n'est-ce pas, à se concrétiser demain. Le plus important, c'est que les bonnes dispositions soient prises afin que ça ne dégénère, parce que je pense que ni le préfet Orunla ni le gouvernement ne sont embêtés quand les centrales syndicales, n'est-ce pas, annoncent de bon droit leur intention de manifester pour dire un certain nombre de choses. Comme je l'ai dit tantôt, c'est prévu par les tests républicains, mais il est prévu également qu'on puisse respecter un certain nombre de procédures. L'un dans l'autre, je reste convaincu qu'on saura trouver le bon équilibre pour que tout se passe bien. Dans d'autres cas, il y a certains qui estiment qu'avec la rencontre des ministres et les centrales syndicales, la marche n'a plus sa raison d'être. Êtes-vous d'avis? Bon, encore que les personnes les plus habilitées, n'est-ce pas, à maintenir leur marche ou à différer cela ou l'annuler, c'est encore les organisateurs. Si les centrales syndicales estiment qu'elles ont besoin, vous savez, ça fait un moment aussi que ça ne marche plus beaucoup dans le pays. Ça en vient à manquer un peu aussi. C'est une façon aussi de tester, je pense, leur popularité. Voici le message qu'ils ont envie de porter, peut-être partagé par une frange importante. Donc, il n'y a pas de souci. Si ça a envie de marcher pour dire des choses, je dis, on ne devait pas se faire des soucis par rapport à cela. Quel intérêt vous voyez dans cette initiative? L'intérêt, certainement, c'est de se faire entendre. Je crois que si j'ai bonne mémoire, ces centrales syndicales se sont déjà réunies il y a quelques jours pour dire des choses, notamment par rapport à la cherté de la vie, par rapport à des difficultés que les travailleurs auraient pour leur avancement et tout. Elles ont envie désormais de sortir des 4 murs de la bourse du travail, n'est-ce pas, pour aller un peu plus au-devant du peuple, manifester leur mécontentement dans l'espoir, je l'espère bien, dans l'espoir que le pouvoir, n'est-ce pas, puisse prendre conscience de leurs revendications et puisse les appeler afin qu'on s'asseye davantage pour voir ce qui est faisable. C'est vrai que le ministre Ablaye Biotchane et un certain nombre de ses collègues ont pris le devant, n'est-ce pas, en les rencontrant déjà, en les écoutant sur des choses qui ont été dites. Je crois que le gouvernement du président Patrice Talon n'a pas nié le fait que depuis un moment, nous vivons tous un contexte inflationniste. C'est général. Nous allons, comme j'aime à le dire, dans les mêmes marchés. Il n'y a pas à contester cela. Mais c'est aussi vrai que tous les gouvernements du monde, chacun se bat pour faire ce qu'il peut pour contrer cette inflation-là. Certaines mesures peuvent paraître insuffisantes. Peut-être qu'à l'occasion de cette marche-là demain, les centrales syndicales ont envie de faire des propositions importantes au gouvernement sur comment on fait pour mieux juguler, n'est-ce pas, cette inflation qui n'arrange personne, qui ne fait pas l'affaire du gouvernement, puisque le gouvernement ne tire aucun profit dans un contexte d'inflation. Non, c'est avec beaucoup de peine que le gouvernement vit et la montée, la flambée des prix au niveau de certains produits de première nécessité. Donc espérons que demain, grâce à cette action syndicale qui est réglementaire, qui est prévue, que les deux parties puissent mieux se comprendre sur comment on fait pour aider à atténuer, n'est-ce pas, les douleurs de nos populations qui vivent cette situation d'inflation. Senamende Gildas Aïzanon, dites-nous, selon vous, pourquoi le panier de la ménagère n'a pas connu un accroissement, je voulais dire, depuis 2016? Oui,
j'aime à rire un peu par rapport à l'expression panier de la ménagère. Vous savez, j'entends souvent la même reproche qui est faite, n'est-ce pas, à tous les gouvernements et qui sont passés depuis Kérékou jusqu'à Yahi Boni. Je suis allé dans certaines années de la gouvernance de Yahi Boni. Les syndicalistes ont souvent agité la cherté de la vie, le panier de la ménagère, pas pour contester le fait, mais c'est une réalité que de plus en plus dans notre monde, vous voyez, l'inflation, oui, ça grimpe. Ça grimpe parce que parfois, ce n'est pas nous qui avons la maîtrise d'un certain nombre de coûts. Nous ne produisons pas un certain nombre de choses. Nous ne sommes pas un pays, par exemple, producteur de gaz ni de pétrole pour avoir de l'influence sur les coûts de transport et tout. Donc, on peut comprendre que véritablement, les gens s'en désolent parce que c'est le contexte même, le contexte international qui n'est pas toujours favorable. On me dira pourquoi les produits locaux aussi prennent des coûts. Voilà, si on peut comprendre que certaines choses qui viennent de l'extérieur, à cause des coûts de transport, à cause des moyens de production et tout, prennent des coûts, mais pourquoi ce que nous produisons chez nous au pays prend des coûts parfois? Malheureusement, cela prend des coûts parce que parfois, pour produire le maïs aussi, il faut de l'engrais. Et bien, quand l'engrais prend des coûts, le producteur, lui, il répercute également cela, par exemple, sur la production de maïs ou bien sur d'autres types de produits. Également, c'est général. C'est général quand le paysan, lui, voit que de plus en plus, il est obligé d'utiliser des intrants qui lui reviennent chers. Or, ces intrants-là, pour la plupart, pour parler par exemple de l'engrais, les intrants nous viennent beaucoup plus de la zone de l'Ukraine et de la Russie. Vous connaissez le contexte qui est celui de ces pays-là, malheureusement, ça n'a pas encore baissé en termes de coûts à cause de ce que nous avons là-bas comme guerre. Donc, tout cela aidant, les choses grimpent et il faut aussi noter que malheureusement, les commerçants ont le réflexe de profiter de la situation. C'est un fait que beaucoup spéculent en achetant très tôt, en stockant et espèrent créer, n'est-ce pas, une situation lors des périodes de soudure pour que véritablement on puisse faire le maximum de profit possible. Mais c'est pour ça aussi que nous avons le gouvernement. Le gouvernement doit être capable de réguler tout ceci. Et la façon pour le gouvernement de Patrice Talon de réguler ça depuis 2022, c'est qu'un certain nombre de produits ont commencé par bénéficier de subventions, notamment les lubrifiants, le pétrole, l'essence, le gaz. Ces produits-là ont bénéficié d'un certain niveau de subvention. C'est ce qui fait que dans la sous-région, malgré que, on peut estimer que le coût de l'essence, ce n'est pas déjà petit, mais quand on fait une comparaison avec la sous-région, on se rend compte que c'est des prix quand même contenus dans ce domaine-là au Bénin. Pareil pour d'autres types de produits également pour lesquels le gouvernement prend des mesures pour que ça ne puisse pas s'envoler. Il reste que ces mesures ne sont pas toujours C'est la main de Jidas Aïzanon. Avec la suppression de l'ONASA, le gouvernement n'est-il pas en partie responsable de la précarité alimentaire? J'en viens. Dire que le gouvernement est responsable de la précarité alimentaire, ce serait trop dire. Mais est-ce que le gouvernement de Patrice Talon pouvait, n'est-ce pas, mieux gérer la situation? Comme j'ai eu à le dire sur d'autres plateaux, oui. On aurait pu mieux gérer la situation. Avec ce que nous traversons là, nous voyons que ce n'est pas plus mal que ça d'avoir des boutiques de type ONASA. Ce n'est pas plus mal parce que dès que nous avons des stocks qui sont constitués par le pouvoir lui-même et gardés dans des boutiques sur l'étendue du territoire national, parce que la production de maïs cette année, c'est combien? C'est 1 800 000 tonnes, alors que la consommation nationale oscille autour de 1 million seulement. Ben, donc, il y a un gap quand même qui est important et on devait pouvoir se dire qu'on ne méritait pas d'avoir l'inflation qu'on connaît sur le maïs. Mais lorsqu'on laisse tout ce gap-là dans la main des commerçants, dans la main aussi des pays voisins, évidemment, chacun vient profiter de la situation favorable, n'est-ce pas, qu'il y a au Bénin. Il y a qu'on finit par créer une situation de manque à l'intérieur. Donc, c'est important que le gouvernement puisse réfléchir à mettre 100 000 à 200 000 tonnes
de stock de réserve, de stock tampon dans ces boutiques-là, quitte à ce que quand les prix vont commencer par monter, on puisse ouvrir les boutiques et que ces boutiques-là viennent comme pour permettre, n'est-ce pas, au prix d'être stabilisé. Donc c'est une belle initiative, mais on ne va pas ramener les boutiques de l'ONASA avec la même gestion qu'on a décriée dans le temps, parce que malheureusement, on s'est rendu compte que là encore, beaucoup de nos cadres se sont fait du beurre sur le dos de l'État avec ces boutiques-là. C'est ça qui a amené le régime de Patrice Talon tout de suite au début à être frileux par rapport à ce type de boutiques. Mais je pense que la situation aujourd'hui que nous traversons d'inflation, surtout sur ce produit de première nécessité, le maïs se retrouve dans beaucoup de choses au Bénin, c'est la base de notre alimentation. Je crois qu'il faut ramener ce type de boutique-là avec une meilleure gestion pour que les années à venir, on ne puisse pas connaître pareille situation désagréable. Nous abordons autre sujet à présent, le colloque de l'Église catholique sur le code électoral. C'est bel et bien tenu hier, jeudi 25 avril 2024. Sénateur Jidassa Aizanon, quelle est l'utilité de cette conférence après la promulgation du code électoral? On pouvait effectivement se demander encore l'opportunité d'une pareille initiative quand on sait que le code électoral a été promulgué. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que nous avons en face, malgré cette promulgation, des acteurs politiques, n'est-ce pas, qui sont en train de décrier le code électoral. Et nous avons des acteurs de la société civile qui pensent que ce code pourrait contenir vraiment des dispositions qui ne favoriseraient pas la compétition et qui pourraient être chrysogènes par rapport à 2026. Ben, ils ont donc pensé, disons, les responsables de l'Église catholique, dont le clergé, a pensé qu'il était opportun de mobiliser des acteurs politiques, de mobiliser également la société civile pour analyser ce code électoral, peut-être. Et ce n'est même plus peut-être, puisqu'ils l'ont dit, dans le but d'amener à une relecture, n'est-ce pas? Une relecture pour que 2026 se passe dans des conditions acceptables et pacifiques pour tout le monde. Ben, personnellement, même si je pense que l'initiative gagnerait en crédibilité si elle venait avant le vote de la loi à l'Assemblée, avant la promulgation. Donc, elle n'est pas crédible. Pour moi, là maintenant, ça va dépendre de la volonté des législateurs. Parce que le législateur, c'est à lui d'être sensible, n'est-ce pas, à ce cri de cœur, n'est-ce pas. On a déjà leur réaction par rapport à la tenue du colloque. Vous avez certainement quelques réactions. Je ne sais pas si vous avez la réaction. On a quand même vu sur les réseaux sociaux certains mouvanciers qui réagissent déjà par rapport à ce rendez-vous. Non, je pense que du côté de la mouvance, par exemple, cela va sans dire que c'est la mouvance qui a mis sa majorité à contribution pour faire passer le code électoral. Donc, n'attendez pas à ce que la mouvance, n'est-ce pas, apprécie, qu'on veuille revenir sur une initiative qu'elle a jugée opportune à un moment donné. Cela dit, je pense que nous sommes tous des acteurs politiques, enfants d'un même pays, qu'on soit de la mouvance ou de l'opposition. Dès que ça dit des choses à un certain niveau, et puis, quoi qu'on dise, ceux qui se sont réunis aussi, on ne va pas dire que ce n'est pas des Béninois qui comptent. Donc moi je pense que l'un dans l'autre, dès que le gouvernement et les autres acteurs politiques seront au courant des actes de ce colloque-là, ben, ils vont l'examiner et puis on pourra aviser. Si ça nécessite, les points qui sont soulevés nécessitent que des choses soient faites pour améliorer un peu le code électoral, moi je dis, bon, même si je n'ai pas beaucoup de conviction là-dessus, il y a encore du temps. Il y a encore du temps, nous sommes à 2 ans des élections présidentielles, législatives et autres. Ben, il y a encore au moins un an pour travailler sur une hypothétique relecture. Dans tous les cas, moi je pense que les élections de 2026 se passeront dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions, hein, mais bon, on suggère déjà que le code, qui est une relecture du code électoral, pensez-vous que le chef de l'État a fait un rétropédalage sur ce point? Encore que ce n'est pas le président de la République qui lit le code électoral. Ça a été promulgué. Ça a été promulgué. Si les acteurs politiques réussissent à se mettre d'accord, à s'entendre, si au regard de tout ce qui se dit dans le pays, voilà, certains acteurs qui avaient voté ce code hier voyaient de la pertinence, n'est-ce pas, dans tout ce qui est dit, ben, qui vous dit
qui vous dit que les gens ne pourraient pas faire un geste en revoyant un certain nombre de dispositions. Mais je doute fort que ce soit pour remettre à plat totalement le code électoral, pour faire les désirs d'une certaine opposition. Parce que aussi, la démocratie, c'est qu'à un moment donné, une majorité puisse avoir le droit de s'imposer à une minorité. Mais il est important que s'il y a des dispositions qui sont de nature peut-être très gênantes, comme certains semblent le dire, ça ne nous coûte rien de prendre un bout de temps pour regarder à l'intérieur et faire quelques réaménagements si d'aventure les différentes remarques étaient pertinentes. Pour l'instant, je ne suis pas en possession des actes de ce colloque-là, mais je pense que le pouvoir reste un pouvoir très ouvert. Les députés de la majorité présidentielle ne sont pas fermés. Ils vont certainement regarder dans les actes de ce colloque, puisqu'ils ont été également invités par le clergé pour cette activité. Et la suite appartiendra, n'est-ce pas, encore aux législateurs, notamment les législateurs de la mouvance présidentielle, qui vont juger, n'est-ce pas, de l'opportunité d'aller à une certaine relecture, puisque ce sont eux qui ont la majorité à l'Assemblée. C'est là, Mendejidas Aïzanon, pensez-vous que le clergé catholique a été neutre dans l'organisation de ce colloque? Moi, ça m'embête un peu lorsqu'on commence par poser des questions sur la neutralité de l'Église, la neutralité de la société civile et tout. Le risque, c'est quoi? Le risque aussi, c'est d'instrumentaliser un peu nos structures que nous vénérons tous. Moi, je pense que la reproche que je pouvais faire tout à l'heure, je l'ai dit, c'est que on ne trouverait pas grand-chose à dire si ça venait avant la promulgation ou même avant le vote à l'Assemblée. Maintenant, est-ce que l'Église catholique conserve le droit d'opiner, d'organiser un colloque scientifique, n'est-ce pas, sur un tel sujet? Moi, je dis oui. L'Église catholique n'est pas décrédibilisée, n'est-ce pas, en organisant un colloque. Maintenant, est-ce qu'il y a derrière des arrière-pensées comme quoi elle serait proche de l'opposition? Pour l'instant, je crois que ce serait aller vite en besogne. La suite, on verra. J'ai entendu, je crois, Monseigneur Gagné suggérer que les actes du colloque puissent aller vers le président Patrice Talon, qu'on observe une certaine démarche pour aller dire des choses, expliquer des choses. C'est le dialogue que nous souhaitons cela dans une république. Donc, si c'est fait dans cet esprit-là, ça va être difficile de penser que le clergé catholique est coloré d'une certaine façon. Non, moi, je pense que tout le monde a été invité. Il a plu, n'est-ce pas, à certains acteurs de venir et d'autres n'ont pas jugé de l'opportunité, mais cela ne veut pas dire que les conclusions ne seront pas regardées. On va observer comment la situation évolue. Si les jours à venir, l'Église catholique, de par ses propos, de par sa communication, serait plutôt dans une tendance à susciter une certaine insurrection, je crois que la République saura prendre ses responsabilités. Avez-vous connaissance du mouvement Jeudi en Noir? Jeudi en Noir? Oui. Ah ben vous m'en parlez, ça veut dire quoi déjà? C'est un mouvement qui a été créé par les jeunes de l'opposition pour protester contre la charte de la vie et bien d'autres choses. Je vois pourquoi je ne suis pas au courant. Je ne suis pas les activités des jeunes de l'opposition. Alors là, vous allez quand même donner votre opinion sur la création de ce mouvement qui a d'ailleurs démarré hier jeudi. Ah. Quelle opinion voulez-vous que je donne si vous êtes un mouvementier? Si je ne suis pas au courant, je risque de vous dire que si c'est un mouvement pour contester la gouvernance du président Patrice Talon, je vous dirais que c'est dans l'ordre normal des choses. Il n'y a pas de souci. Vous savez, notre peuple, il est assez mûr. Il est assez mûr pour constater que malgré tout ce qui est peint comme tableau, malgré le fait qu'on ait demandé très tôt, au début de la gouvernance du président Patrice Talon, de serrer les ceintures. Serrer les ceintures parce que nous continuons toujours de serrer Patrice Talon savait que là où nous allons, là, va être très difficile. Il a assumé, n'est-ce pas, le choix de l'impopularité. J'ai dit, c'est un choix ingrat de l'impopularité. Il a assumé parce qu'il pense que il veut régler un certain nombre de choses qui ne seront pas faciles à avaler, mais que c'était un tremplin indispensable pour aller vers l'avenir que nous souhaitons tous. Donc, à partir du moment où ce choix est fait,
c'est normal que certains ne puissent pas se retrouver dans cette façon de faire. C'est normal que certains acteurs politiques veuillent profiter du choix de l'impopularité fait par Patrice Talon. Lorsque eux, ils avaient eu le pouvoir et qu'ils ont préféré le laxisme et qu'ils ont préféré, n'est-ce pas, distribuer des billets de banque devant le palais de la République, lorsque ils ont instrumentalisé le social et qu'ils pensaient que c'était ce qui est utile pour développer le Bénin, c'est normal que quelqu'un qui vient et qui donne dans l'assainissement des finances publiques, vous savez, actuellement, est-ce que vous pensez que les agents permanents de l'État sont heureux qu'on puisse leur couper telle prime, les politiciens que nous sommes? Est-ce qu'on est heureux de ne pas bénéficier des mêmes arrondissements intéressants comme par le passé sous le président Boniaï? On n'en est pas forcément heureux, mais nous pensons que c'est un sacrifice que nous avons accepté consentir parce que notre pays mérite d'être construit. Le sacrifice est fait. Là maintenant, je crois que nous sommes en train d'aller progressivement vers une situation où chacun pourra toucher du doigt les fruits de ce sacrifice. Parce que le peuple... La rupture n'a pas été possible sans des sacrifices du peuple. Le peuple a accepté saigner pour que le programme d'action du gouvernement se réalise. Et c'est cela que nous voyons si dans différents domaines. Vous allez dans le domaine de l'eau, l'énergie. Si vous voulez qu'on aille secteur par secteur, on pourra dire des choses qui ont été faites et sur lesquelles aujourd'hui, même les leaders politiques de l'opposition ne contestent pas que des résultats sont probants. Ce qu'ils dénoncent, c'est cette ambiance où il y a comme un resserrement. Il y a comme si on ne laisse pas les gens faire comme ils veulent. Il y a comme si la démocratie serait désormais tropicalisée. Pensez-vous qu'on va desserrer la ceinture à l'ère de la rupture sous le régime de Patrice Talon la ceinture sera desserrée. Quand ça? La ceinture, déjà... Nous sommes déjà à moins de 2 ans. Vous savez pourquoi la ceinture a commencé par être desserrée? Dites-nous. Elle a commencé par être desserrée à partir du moment où le même régime a pensé qu'il faut augmenter la situation des travailleurs de la République. Pourtant, le peuple béninois ne ressent pas. Elle a commencé... Est-ce que pensez-vous, honnêtement, qu'à l'heure actuelle... Même si vous posez des questions. Oui, mais évidemment, ça peut arriver dans un débat. Pensez-vous qu'il soit possible que même si on augmentait 50 000 francs à chaque travailleur béninois à l'heure là, que ça se ressente forcément tout de suite? Je ne suis pas sûr. On ne partage aussi que ce qu'on a, parce qu'on a des projets importants à réaliser, à finaliser. Patrice Talon n'a pas envie de laisser des éléphants blancs. Voilà, il tient à aller au bout, quitte à être impopulaire, quitte à ce que les Béninois choisissent le sanctionner son camp dans les urnes. Mais il a fait ce choix courageux, il assume ce choix, nous l'accompagnons dans ce choix, mais nous pensons qu'on a commencé timidement, doucement, par monter dans le desserrement de la ceinture. Si c'était plusieurs trous qui étaient coincés, je crois qu'on est en train de décoincer et cela va se sentir jusqu'à la fin du mandat. Davantage de mesures sociales sont en train d'être prévues pour déjà atténuer la situation de la vie chère. C'est important parce que c'est une situation que nous gérons, que le président de la République a reconnu depuis 2022, qu'il a reconnu que le Bénin est en train de subir la cherté de la vie. Donc, moi, je pense que lentement mais sûrement, nous allons vers une situation meilleure. Les sacrifices que nous avons faits hier pour certains grands projets, on ne demandera plus forcément les mêmes efforts parce qu'on aurait déjà marqué des points importants. Vous voyez, quand je venais tout à l'heure là, à Porto Novo pour cette émission, ben, j'étais content de voir qu'il y a une double voie qui est en train d'être réalisée. C'est aussi ça le prix du sacrifice. C'est parce que vous et moi, nous avons accepté de serrer la ceinture que cela se fait. On ne fera plus ça forcément la même chose d'ici 2 ans, 3 ans. Ce projet-là serait déjà terminé. On pourra passer à autre chose. On pourra améliorer la situation des fonctionnaires béninois. On pourra davantage, n'est-ce pas, subventionner un certain nombre de produits pour que véritablement les uns et les autres puissent voir le fruit du sacrifice qu'ils ont consenti. Eh bien, Mme Ndejida Saïzano, je ne vais plus vous demander de faire un bilan sur la gouvernance du chef de l'État, Patrice Talon, mais je vais plutôt vous demander ce que vous reprochez à sa gouvernance. Oui, des choses à reprocher, il y en a. Il y en a. Autant le président de la République a été fantastique en prenant courageusement le choix sur lui d'être impopulaire, en fonçant dans beaucoup de domaines pour produire des résultats parce qu'il nous connaît. Autant, malheureusement, il y a des aspects sur lesquels on peut trouver à dire. Vous voyez, c'est lui, le premier, qui a pensé qu'il faut taper dans la fourmilière dans la lutte contre la corruption. Vous voyez, la criette. Oui. Voilà, beaucoup de gens passent devant la criette, mais on a comme impression que malgré cette répression contre
ceux-là qui s'amusent avec les deniers publics, il y en a quand même qui réussissent à se glisser entre les mailles du filet. Ce n'est pas une situation agréable. Il va falloir qu'on puisse tout faire pour empêcher cela à l'avenir. Des imperfections encore, oui, mais j'ai envie de dire par exemple que sur la question de l'éducation, en tant que citoyen, moi je pense qu'on peut faire davantage. On peut faire davantage parce qu'il y a encore en début d'année, malheureusement, certains collèges, certaines écoles primaires qui n'ont pas les enseignants au début. Même au niveau de l'enseignement technique, vous avez certains spécialistes qu'on ne trouve pas au niveau des collèges techniques. Or, nous voulons aller vers l'enseignement technique. C'est une priorité. 300 milliards de mobilisés par l'État béninois pour prioriser l'enseignement technique. Il est important qu'on puisse avoir les enseignants qu'il faut, par exemple, dans ce domaine-là. Également, la réforme du système partisan. Vous voyez, malgré la bonne volonté, il y a encore quelques réglages qui nous amènent à aller reprendre des choses. Donc, il est important que nous puissions faire en sorte que cette réforme-là puisse être un acquis de la gouvernance du président Patrice Talon, parce que s'il faut revenir sur la réforme du système partisan, ça va être la catastrophe, ça va être vraiment comme si on faisait voler en éclats une idée très très importante. Parce que moi aujourd'hui, on n'a plus des partis de zone, c'est fini. Des partis de région, c'est fini. Peut-être qu'on a oublié d'où est-ce qu'on était parti. Il y avait des partis où on sait que c'est le mono, des partis, vous dites le Fa Alafia, on sait que c'est le Nord Bénin, donc chacun avait sa zone. Aujourd'hui, ça c'est fini. On est obligé, on nous a contraints à composer ensemble. Si on peut faire en sorte que cet édifice-là puisse rester, je crois que ça va être quand même une très belle chose. Sur le plan de la diplomatie, malgré quelques succès, je trouve que notre diplomatie a connu des difficultés sur le dossier du Niger. C'est des difficultés réelles et quoi qu'on dise, on a eu des impacts sur notre port, le port de Cotonou. Je peux comprendre que le Bénin soit obligé dans le temps d'envoyer un signal fort pour ne pas donner comme si une caution aux putschistes de la sous-région, mais il semble que le ton de la diplomatie béninoise a été parmi les tons les plus sévères. On a vu les répercussions. C'est vrai, ça travaille. Ça pouvait être mieux géré. Ça pouvait être mieux géré. Pareil avec le Nigeria. Donc, il y a des efforts à faire du côté de notre diplomatie, mais de façon globale aussi, signalons que c'est sous le président Patrice Talon qu'on n'a pas eu beaucoup de difficultés à avoir de meilleures relations avec la Chine, avec la Russie. C'est une diplomatie décomplexée. Il y a des choses positives, mais il y a des choses aussi que nous devons revoir pour que cette gouvernance soit encore meilleure et que le président Patrice Talon, d'ici la fin de son mandat, soit véritablement porté en triomphe, parce que c'est ça son souhait et c'est également notre souhait pour lui, nous de la majorité présidentielle, c'est que malgré qu'il ait fait le choix ingrat de l'impopularité, il faut qu'un jour, mais ce n'est pas très tôt, même si à cause de l'intoxication, de la manipulation de l'opinion et de l'opposition qui surfe sur les insatisfactions actuelles, même si les Béninois ne se rendent pas compte tout de suite, il faut que d'ici là, on puisse dire oui, Patrice Talon, le réformateur, il a fait des choix difficiles, mais c'était des choix utiles pour sauver notre pays, pour fixer les balises du développement et faire en sorte que nos enfants, eux, puissent connaître un meilleur Bénin. Parlant toujours d'enfants, qu'est-ce que le chef de l'État, Patrice Talon, pourrait-il encore faire dans la lutte contre la cybercriminalité au Bénin? Une très belle question. Sur la cybercriminalité, vous me tendez la perche et me donnez l'occasion de dire que ça n'existait pas. Ce n'est pas un phénomène qui a commencé sous le président Patrice Talon, mais j'ai envie de dire qu'il est le seul à s'engager courageusement. Et vous avez vu le nombre de jeunes cybercriminels aujourd'hui qui ont été appréhendés et qu'on n'est pas seulement en train de mettre en prison, ils bénéficient d'un processus d'éducation. Parce que pour certains, il y en a beaucoup même qui sont des mineurs. C'est triste qu'on en soit arrivé là, mais ce que le président de la République, notamment à travers la structure qui s'en charge, c'est de continuer, c'est vrai, le travail de la répression, mais de commencer par miser beaucoup sur l'éducation. Parce que j'ai comme impression que, contrairement à ce qu'on croyait au départ, cette affaire a gangréné les bases de notre société. Et il ne se trouve pas beaucoup de familles, malheureusement, où on n'a pas vu des jeunes avoir des élans, comme quoi être gaiman devenait le réflexe aujourd'hui le plus facile pour s'en sortir. Non, ça ne peut pas être comme ça. Aucun pays ne peut se construire avec ce modèle-là. C'est un modèle de tricherie. Et donc, il faut miser sur l'éducation dès la base.
J'estime qu'on n'en fait pas encore assez. On en fait beaucoup dans la répression, mais on n'en fait pas encore assez dans l'éducation des jeunes pour qu'ils ne voient pas ça comme modèle. Les jeunes doivent aimer le travail bien fait. Ils doivent être des patriotes. Ils doivent savoir que c'est possible de réussir par son effort. Ils doivent rejeter toute idée de truander l'autre. Donc c'est l'éducation qui règle ce genre de problème. On a beau mettre beaucoup de milliers de jeunes, n'est-ce pas, en prison, il reste que les autres qui sont derrière. S'ils ne sont pas travaillés, s'ils ne sont pas récupérés très tôt, malheureusement, ils vont continuer désespérément, pas truander, et désespérément serait en train de les foutre en prison. Ça ne réglera pas beaucoup de choses. Il faut qu'on travaille le volet, n'est-ce pas, de l'éducation avec les sociologues, avec les enseignants qu'il faut pour que véritablement on récupère certains jeunes qui sont dedans. Ça fait mal quand déjà en classe de 6e, 5e, certains jeunes préfèrent plutôt avoir leur tablette et commencer par s'essayer à ce métier de la honte. Sénamede Gildas Aizanon, nous ouvrons à présent notre sujet. Nous allons parler de la présidentielle 2026. Et oui, nous tendons déjà tout doucement vers la fin de cette rubrique. Ah oui, Sénamede Gildas Aizanon. Et avec le code électoral, je rappelle que vous êtes un membre du parti UP Le Renouveau. Quelle chance le parti a aujourd'hui d'obtenir les 20% au plan national pour siéger? D'abord, je vais vous surprendre. Vous dites avec le code électoral. Avec le code électoral, si nous ne travaillons pas tous, même nous n'avons pas beaucoup de chance. Parce qu'il y a des circonscriptions électorales dans lesquelles l'Union progressiste, le Renouveau, n'avait pas pu avoir les 20%. Si vous le reconnaissez? Bien évidemment, si on doit regarder les résultats des élections législatives passées. Cela veut dire que nous sommes tous logés à la même enseigne. Il faut qu'on mouille le maillot. Si le code électoral est maintenu en l'état, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on a envie de faire croire aux gens, ce n'est pas l'opposition qui pourrait avoir des difficultés. C'est aussi que les partis de la mouvance, même en cas d'accord, pourraient toujours avoir des difficultés et ne pas réussir. Mais c'est la mouvance qui a voté en majorité le code. Et bien sûr, il y a une idée derrière. L'idée, c'est de faire en sorte que les offres politiques que les partis proposent puissent être majoritairement partagé par un grand nombre de Béninois dans toutes les circonscriptions électorales. Ça veut dire qu'il faut aller vendre quelque chose aux électeurs. Ce n'est plus uniquement comme par le passé. Il faut aller dire pourquoi les Béninois doivent faire confiance à tel parti ou tel autre parti. Donc, nous sommes tous logés à la même enseigne. Mais, vous aurez constaté que l'UP Le Renouveau, conscient du fait que ce code électoral est assez contraignant et difficile pour tout le monde, vous avez remarqué que l'UP le Renouveau est sur le terrain. Nous sommes en train de parcourir les zones dans lesquelles nous étions visiblement en difficulté. Vous auriez constaté que le président de notre parti politique, le professeur Diobounou, était à Parakou avec la haute direction du parti. On était dans le Mono, ça travaille dans Cotonou. Ça veut dire qu'il n'y a pas autre issue. C'est le travail que chacun aurait fait qui lui permettra véritablement de sauver, n'est-ce pas, les meubles en 2026. Mais moi, je reste optimiste sur le fait que 2026, en tout cas, nous allons faire une offre, n'est-ce pas, qui fera que le parti Union Progressiste, le Renouveau, va conserver et améliorer sa place sur l'échiquier politique national. Je reste aussi convaincu qu'on aura d'autres formations politiques à l'Assemblée nationale en 2026. C'est important pour le jeu démocratique. Nous ne voulons pas d'une seule formation politique à l'Assemblée. Donc, il n'y a pas de souci. Il faut aller travailler sur le terrain. C'est ce que l'Union Progressiste, le Renouveau, essaye de faire actuellement. Il faut montrer à l'électeur pourquoi il a intérêt à suivre tel choix plutôt que de suivre tel autre choix. Ce n'est pas un travail aisé, mais c'est indispensable. L'électeur, plus que jamais, compte sur la scène politique. On ira démarcher chaque voix qui compte pour que nous ne soyons pas en porte-à-faux avec cette disposition du code électoral. Sénamede Gildas Aizanon, nous avons tous appris le limogeage de Johannes Dayon. Dites-nous, est-ce parce que l'homme a des ambitions présidentielles qu'il a été limogé ou quelle raison avez-vous pour justifier ce limogeage? D'abord, je ne sais pas si Johannes Dayon a des ambitions présidentielles. Je ne sais pas s'il a des ambitions présidentielles. J'entends des gens dire
des choses sur lui, comme des gens dire des choses sur Olivier Bokor, sur Wadaï, sur Diogbenou et autres. Mais personnellement, je n'ai pas vu Dayon dire un mot sur la scène politique. D'ailleurs, il ne se mêle pas beaucoup de la politique. C'est une des éminences grises du régime de Patrice Talon. Il est resté un peu dans l'antichambre à prendre les mesures nécessaires pour consolider l'exécution du programme d'action du gouvernement. Moi, je pense qu'il peut arriver que dans une collaboration, à un moment donné, malgré le fait qu'il soit très proche du président Patrice Talon, peut-être qu'il y a des divergences de point de vue sur un certain nombre de sujets et que ces divergences sont peut-être de nature à freiner la vision du président Patrice Talon, parce qu'une fois encore, c'est le président Patrice Talon que nous avons élu. Dayon, il est très compétent, il n'y a pas de doute là-dessus, et je pense que nous, de la mouvance présidentielle, nous sommes reconnaissants à Dayon pour tout ce qu'il a pu apporter au président Patrice Talon, en tout cas à la conduite des affaires en termes de réflexion, en termes de suivi, en termes d'évaluation. Il a implémenté une certaine rigueur. Est-ce que vous regrettez son limogeage? Regretter son limogeage, je peux regretter son limogeage, puisque je dis que c'est un cadre compétent. Ben, le souhait, c'est toujours d'avoir des gens compétents qui entourent le président de la République. Mais permettez que je vous dise que si un cadre ne bouge pas, parfois on ne découvre pas un autre cadre qui est meilleur. Et donc, nous regrettons qu'il soit parti, mais nous pensons qu'il n'est pas parti pour être très loin du président Patrice Talon et que l'un dans l'autre, il continue d'une manière ou d'une autre par accompagner la vision du président Patrice Talon. Donc il saura faire valoir son expertise. Il va donc rebondir. Ailleurs. Il va certainement rebondir et vous savez, nous aussi jeunes, de plus en plus, nous avons besoin qu'on soit essayé à des places. Et donc, vous ambitionnez donc. Nous avons évidemment. Vous avez des ambitions. Nous avons des ambitions. On ne va pas souhaiter que certains fassent 20 ans, n'est-ce pas, en tant que ministre. Il n'y a que nous aussi, nous voulons grandir, nous voulons apprendre, nous voulons être à un certain nombre de positions. Et bien donc, parfois... Il faut que d'autres partent pour que d'autres... Il faut que c'est la loi de la nature. Parlons toujours de la présidentielle de 2026. Hein. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis un moment, il y a des suscitations de candidature sur Olivier Bokor. Vous venez juste de l'évoquer. Quelle est votre réaction par rapport à ces suscitations? Est-ce que je devais avoir une réaction si des citoyens voient en Olivier Bokor quelqu'un qui pourrait incarner, n'est-ce pas, leurs aspirations pour 2026? Moi, je n'ai pas à jeter la pierre à ces compatriotes, si tant est qu'ils ne sont pas des militants d'une formation politique. Parce que c'est lorsque vous êtes militant que, en principe, le militantisme vous fait l'obligation d'atteindre les consignes de votre parti politique. Mais si vous n'êtes pas dans les liens d'une formation politique, que vous êtes un citoyen simple, et que vous avez envie de susciter une certaine candidature, il n'y a aucun texte de la République qui empêche de susciter des candidatures. Voilà, donc Olivier Bokor, mais évidemment, le nouveau code électoral est tel qu'il n'est pas possible aujourd'hui de devenir président du Bénin en 2026 si on n'est pas dans une machine d'un parti politique. Alors le Renouveau serait-il prêt à soutenir le candidat? Eh bien, ça va être une discussion au niveau de l'UP le Renouveau. Ça ne sera pas un avis de Gildas Olusegun Aïzanon. Vous avez peut-être une idée. Il y a beaucoup de candidats. Peut-être que je suis candidat. Qui vous dit que je ne me sens pas capable, n'est-ce pas, d'assumer le job. Donc, je ne vais pas faire la publicité à quelqu'un d'autre. Si l'UP Le Renouveau pensait qu'un jeune comme Senamede Olusegun Gildas pouvait faire le job, bien évidemment, ce serait avec beaucoup de joie que j'accompagnerais cela. Non, pour faire très sérieux, les réflexions sont à l'étape vraiment, ce n'est pas encore une grande préoccupation. Ça attend là, ça vient lentement, tout doucement. On va commencer par réfléchir sérieusement sur le candidat qui le mieux est capable de représenter la vision du parti Union Progressiste Le Renouveau, mais qui certainement aussi a des chances
de rassembler au-delà de l'Union progressiste le renouveau. Parce qu'il ne s'agira pas uniquement de rassembler à l'intérieur de l'Union progressiste le renouveau. Il faut que notre candidat puisse séduire, n'est-ce pas, des électeurs du BR, puisse séduire surtout aussi des électeurs de l'opposition. C'est de cette façon-là que nous pouvons, n'est-ce pas, gagner la prochaine élection présidentielle, parce que nous ambitionnons d'être le premier parti à avoir enfin positionné un candidat et réussi à conquérir le pouvoir d'État. Et quand vous regardez un peu le peuple béninois, quelle personne, hein, quel homme ou bien quelle femme a cette capacité de répondre à ces qualités que vous venez de souligner? Mais Latifa, je pense que vous pouvez. Vous avez la je ne fais pas la politique. Je fais pas la politique. Évidemment, ça n'appartient pas qu'aux politiciens. Peut-être qu'un parti politique. Je ne réponds pas aux conditions. Voilà, non, ok, là, d'accord. Si vous n'avez pas encore les 40 ans révolus, voilà, il faudra attendre un tout petit peu. Non, je crois qu'il y a beaucoup. Il y a beaucoup de candidats qui pourraient faire le job. Exemple? Gildas Olusegun Aïzanon. Vous êtes de moins en moins sérieux là. Sénan Mendes, Gildas Aïzanon. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Une conclusion? Non, une conclusion, c'est de dire que nous pensons que malgré les difficultés qu'il y a, les acteurs politiques sauront, n'est-ce pas, se comprendre pour que 2026 se passe dans de très bonnes conditions. Et la vie, nous l'avons tous noté, est assez chère. L'inflation est galopante. Il ne serait pas bien séant que les acteurs politiques en rajoutent à la psychose générale du peuple. Donc nous devons tout faire pour nous comprendre afin que 2026 se passe dans les meilleures conditions. Et je sais pouvoir aussi compter sur vraiment l'expérience du gouvernement et sur la volonté du président Patrice Talon pour que les mois qui restent là, le peuple puisse davantage sentir au niveau du social. Desserrer la ceinture aussi. Desserrer la ceinture, bien que quand on va mettre bientôt l'hôpital de référence d'Abomey Calavi en marche, plus de 100 milliards, c'est aussi du social, puisque vous et moi, nous pourrions, si au besoin, aller nous soigner là-bas. Des indigents pourront également aller dans cet hôpital se faire soigner. Mais le plus important aujourd'hui, comme nous aimons le dire, c'est l'immédiat. C'est-à-dire, quand nous allons au marché, il est important de voir que les prix ont commencé par baisser. Il faut que le ministre du Commerce puisse faire un effort dans ce sens-là avec ses services compétents pour que le contrôle soit des plus corsés et que les commerçants véreux qui profitent exagérément en fixant des prix prohibitifs, qu'on puisse les décourager pour atténuer vraiment les difficultés du peuple béninois sur le front de la cherté de la vie. Merci à vous, Sénan Mendes, Gildas Aïzanon. Je rappelle que vous êtes acteur politique, membre du parti UP Le Renouveau, n'est-ce pas? Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à Guérit. Mesdames et messieurs, voilà donc tout pour l'interview matinale de ce vendredi 26 avril 2024. Dans le coin cuisine, mesdames et messieurs, nous y sommes à présent pour le petit déjeuner de ce matin. Et pour ce jour, tenez-vous bien, vous n'avez pas besoin d'aller à la cuisine parce que vous aurez juste à faire un petit tour dans un supermarché pour vous prendre quelques tranches de jambon, ou soit vous prenez un saucisson, vous prenez un beurre pasteurisé et vous faites également un petit tour à la boulangerie pour prendre des baguettes de pain chaud, bien chaud, croustillant. Et une fois à la maison, mesdames et messieurs, vous coupez le pain en deux. Si vous n'avez pas l'habitude de prendre un pain entier, vous coupez le pain en deux, vous divisez, vous comprenez, non? Et vous et vous mettez le beurre pasteurisé, vous passez le beurre pasteurisé dans votre pain et ensuite vous alignez les rondelles de jambon, soit les rondelles de saucisson dans votre pain. Si vous avez pris les deux, vous pouvez aussi mettre les deux parce que il faut toujours se faire plaisir. C'est votre argent après tout et quand on travaille, il faut se faire plaisir. Donc voilà, vous alignez vos saucisses, vos saucissons dans le pain ou soit les jambons dans votre pain. Vous refermez tranquillement et vous faites une bonne tasse de thé ou soit de thé ou soit de lait chaud, de chocolat chaud ou soit vous prenez pourquoi pas un verre de vin ou soit
une bouteille de Coca-Cola ou bien de cocktail pour accompagner ce petit pain que je vous propose comme petit déjeuner. Mais comme c'est le matin, l'idéal c'est de prendre le pain avec une tasse de thé ou soit du lait chaud. C'est mieux, c'est plus digeste pour vous pour un petit déjeuner. Et voilà donc ce que je vous propose ce matin. Pas la peine d'aller à la cuisine, même au salon, à table, vous pouvez réaliser ce petit déjeuner. Merci donc d'avoir pris une note de cette recette cuisine. Bon, ce n'est pas une recette, de ce petit déjeuner que je vous propose ce vendredi. La suite de votre émission, c'est tout de suite. Mesdames et messieurs, nous voilà au thème de cette émission, le meilleur réveil, le dernier pour le compte de cette semaine. Et vous savez quoi? Arrêtez ou bien concentrez-vous sur ce qu'il vous reste à faire et non ce que vous avez déjà perdu. À force d'y penser, vous perdez le temps et cela vous empêche d'évoluer et d'avancer dans votre vie. Donc arrêtez donc, laissez le passé s'en aller et pensez, vivez le présent. Et le futur viendra. Merci donc d'avoir été en notre compagnie durant toute cette semaine. Et on se retrouve le lundi, la semaine prochaine, c'est-à-dire le lundi pour un autre numéro de votre émission Le Meilleur Réveil. À la réalisation, Alphonse Autant.